Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Rochette de la distillerie Circa à Montréal. Salut Isabelle! Salut Patrick, ça va? Oui, super, merci. Toi, tu es avec Circa depuis le début. Oui, effectivement, je suis rentrée dès le début, je dirais, de la production en tant que telle. C'est sûr que le projet, quand on parle d'une distillerie, c'est pas un projet qui se fait en criant lapin. Donc, ça prend plusieurs années de planification. Je n'étais pas dans les premières années de planification quand le projet a parti dans la tête de Paul en tant que tel. Mais je me suis joint à l'équipe pas mal dans les premiers mois où est-ce que l'équipement était installé. Puis, ben justement, parlons du projet dans la tête à Paul. Est-ce que oui, tu en as sûrement entendu parler après, mais ça vient d'où toute l'histoire? Pourquoi il a décidé de partir une distillerie au Québec? Wow! Je dirais que son idée en tant que telle, son moment d'épiphanie, est arrivé il y a quand même plusieurs années de ça quand il était à Londres. Il était dans un bar qui était en train de prendre justement un bon verre de whisky, un Cola justement. Puis il a fait wow, c'est tellement un bon whisky, je veux faire du whisky. La graine a été semée comme ça. Puis petit à petit, il a commencé à faire ses recherches, il a fait des cours, il a pris des cours. Il a dit, bon, je me lance. Donc, il a embarqué deux de ses amis dans le projet. Ils ont décidé de partir une distillerie à Montréal. La raison pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de partir ça à Montréal, un, ils habitent ici. Deux, il y a aussi, c'est l'énergie, la créativité de Montréal en tant que telle, que pour lui, ça résonnait beaucoup avec lui. Donc, il voulait vraiment ramener on pourrait se dire, la gloire du whisky à Montréal, parce qu'il y a plusieurs années de ça, on s'entend. Montréal était quand même une des top villes à faire du whisky dans le monde. Donc, il voulait ramener ça un petit peu et démontrer aux gens, justement, que le Québec était capable de faire du bon whisky. Puis toi, juste pour constituer les auditeurs, tu as commencé par assistante distillatrice il y a quelques années, puis maintenant, tu es la directrice en charge de la production. C'est toi qui gères tous les produits. Exact. La façon dont je me suis joint à l'équipe en tant que telle, je dirais c'est un beau hasard à juste arriver au bon moment à bonne place. Moi, personnellement, j'ai fait mes études en sommellerie. Donc, je me lançais plus dans l'ouverture d'un bar de dégustation ici à Montréal, surtout spécialisé dans les produits nord-américains. Donc, l'année entre ma période ubisoftienne et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un voyage à peu près 1 an en moto à travers le Canada et les États-Unis, à goûter vignobles, microbrasseries et distilleries, ensemble ouvrir mon bar de dégustation ici. Excepté que l'univers avait quelque chose d'autre en tête pour moi, il faut croire, parce que j'ai un de mes amis du Ubisoft qui m'a parlé qu'un de ses amis partait une distillerie ici à Montréal. Donc, j'ai fait wow, c'est un beau projet, ça. Donc, j'ai rencontré Paul et ça l'a cliqué. J'ai cliqué tout de suite au projet. Donc, j'ai offert mon aide gratuitement juste pour donner des visites à des écoles de sommellerie. Puis éventuellement, il m'a offert la production. Donc, il m'a demandé si j'étais intéressée. J'allais définitivement pas dire non, mais on s'entend que, bon, c'est de la machine à opérer, donc on n'apprend pas ça tout de suite du jour au lendemain non plus. Donc, il a été mon mentor, il a été mon maître distillateur. Je suis rentrée en tant qu'assistante. Puis après 1 an, je tombais en charge de la production et je formais mon assistant également ici à la distillerie. Wow! C'est ça, des fois, le hasard fait bien les choses. Mais tu avais quand même un background en dégustation, en tout. Fait que ça t'a aidé beaucoup pour produire puis pouvoir répéter des batchs puis tout. Effectivement, parce que la sommellerie, ça demande beaucoup de rigueur. Donc, c'est cette rigueur-là, justement, que j'ai pu appliquer ici même au niveau des procédures, monter les procédures également avec Paul, faire les tests
justement de dégustation pour s'assurer que le produit soit également stable, qu'on soit capable de reproduire toujours tout le temps les mêmes recettes, trouver les fournisseurs également, fournisseurs locaux, on s'entend, le plus possible. Donc, c'est un beau challenge, c'est un beau défi. Puis, vous nous avez offert plusieurs beaux produits. J'imagine, Paul, son idée, c'était de faire un bon whisky, mais ça prend au moins 3 ans, ça, avant de pouvoir sortir un whisky. Fait que là, vous vous êtes amusé avec d'autres choses. Puis, une avenue que vous avez décidé de prendre, c'est vraiment du grain à la bouteille. Effectivement, ben, le fait que justement Paul voulait faire du whisky dès le début, ça fait que on n'a pas le choix d'être sur le grain. Donc, on a commencé par le maïs. Le maïs, c'est vraiment notre grain de base. Donc, c'est un maïs qui est 100% québécois qu'on utilise pour nos produits. On utilise également le seigle et l'orge pour les whiskies. Mais pour notre base d'alcool qu'on fait nous autres-mêmes, pour la vodka également, pour nos gins, c'est une base de maïs local. Donc, ça a été trouvé le fournisseur, faire les procédures ensemble. Ce qui est long, mais on a trouvé vraiment un superbe grain qui fait vraiment la différence. Puis avec ça, on a fait le premier produit qui était la vodka. Puis, veux-tu rentrer un petit peu plus dans les détails de ce produit-là? Bien sûr. Donc, vodka, on s'entend que c'est un spiritueux. Je l'appelle un peu mon caramel des spiritueux parce que c'est un défi. C'est tout un challenge d'avoir toujours des belles coupes pour s'assurer d'avoir zéro mauvais alcool justement à l'intérieur. Puis la SAC est également très, très, très sévère par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui demande énormément de rigueur au niveau de la production parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est une seule distillation. Donc, si on manque notre coup, il faut redistiller. Donc, ça change le produit, ça change également le volume. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un peu mon caramel et spiritueux. C'est un one-shot deal. Puis, juste pour situer les gens, quand tu dis faire tes coupes, c'est que l'alambic, quand il commence à couler, mais là, tu as les têtes. Et puis, c'est vraiment toi, en tant que chef distillatrice, qui goûte, qui décèle quand les têtes sont finies, puis que là, on tombe dans les cœurs. Fait que c'est vraiment ta job, c'est ton nez, c'est ton goût, c'est tout qui va faire la différence, pas une machine, là. Exact. Il n'y a rien d'automatisé ici. Donc, en tant que tel, peu importe l'alcool que tu vas distiller, il y a toujours 3 étapes. Donc, la première, c'est les têtes. La deuxième, c'est le cœur. La troisième, c'est les queues. Donc, les têtes, en tant que telles, c'est vraiment les alcools les plus volatiles, les premières qui vont s'évaporer. Qui ne sont pas exactement bonnes pour la santé, qui contiennent beaucoup d'acétone. Donc, c'est mon rôle en tant que distillatrice de faire cette coupe-là, justement. Donc, c'est de vérifier les transitions entre la tête et le cœur et décider au moment où est-ce que je suis vraiment 100% dans le cœur pour justement collecter ce cœur-là dans une cuve stainless qui est séparée pour ne pas contaminer, bien sûr. Et c'est la même chose quand on passe du cœur à la queue, qui sont des alcools très lourds, très nocifs pour la santé. Donc, c'est également mon rôle à moi de m'assurer de couper avant pour qu'il y ait zéro contaminant dans le cœur. Donc, on utilise tous nos sens. On utilise notre nez, on utilise le toucher, on utilise le goûter également. Donc, le background en sommellerie a beaucoup aidé de ce côté-là. Quand tu dis qu'on utilise le toucher, c'est parce qu'il est comme plus visqueux, la queue? Il y a comme plus de gras qui passe? En fait, je te dirais, c'est plus au niveau entre la tête et le cœur. Ce qui arrive, c'est que la tête en tant que telle, vu que c'est beaucoup d'acétone, au toucher, c'est beaucoup plus frais et ça s'évapore super rapidement. Donc, déjà là, ça, je le sais déjà, parce que bon, on s'entend que c'est pas exactement bon pour la santé de goûter à de l'acétone. Donc, j'essaye le plus possible de pas trop y goûter. Donc, quand on fait la transition vers le cœur, c'est là où est-ce qu'au niveau du nez, ça devient plus neutre. Et au niveau du toucher, on a justement une belle viscosité qui va s'installer. C'est des huiles, justement, naturelles du maïs qui vont être présentes. Donc, vu qu'on fait tout en une seule passe de distillation, on est capable de garder encore ces belles huiles-là naturelles. Donc, on le ressent dans le cœur. Donc, ça s'évapore moins rapidement. Il y a un beau côté satiné qui reste également sur les doigts. Et au goûter, c'est juste absolument superbe, même à au-dessus de 96% d'alcool. Puis pour réussir à faire ta vodka en une passe, c'est parce que tu as plusieurs plateaux. Vous avez combien de plateaux? Au niveau des plateaux, j'ai la chance de ce côté-là. On a une superbe grosse colonne de 20 plateaux.
Et on a une petite colonne à côté que normalement on utilise pour le whisky, qu'il y en a 4. Donc, quand on fait la vodka terroir, on les utilise les 2 colonnes en même temps. Donc, ça nous fait 24 plateaux, qui fait malheureusement pour notre vie sociale une ronde d'à peu près entre 20 et 22 heures. OK. Fait que quand tu passes ça à 10 heures le matin, tu finis comme à 8 heures le lendemain matin. En fait, quand on la part, moi, je la pars à 6 heures le matin. Les journées commencent à 6 heures le matin. Puis quand on fait la ronde de vodka, Paul va la terminer vers 2-3 heures, si ce n'est pas 4 heures le lendemain matin. Donc, on fait un petit chassé croisé dans ce temps-là. Je commence, puis c'est lui qui termine la journée. Oui, parce que 22 heures d'affilée, c'est pas pour la santé, on parlait d'acétone et tout qui est pas bon, mais pas dormir non plus, c'est pas bon. Là. Effectivement, c'est quand même assez difficile à maintenir. Les grosses journées de 18 heures, c'est déjà pas pire, mais à 22 heures, c'est pour ça qu'on le fait à 2. Puis, cette vodka-là, son nom en SAQ, c'est quoi? C'est la vodka terroir. Terroir. La raison du nom en tant que tel, c'est qu'on voulait représenter le terroir québécois qui, on s'entend, le terroir, quand on utilise le terme, beaucoup de personnes pensent que c'est juste la terre, mais c'est la terre, c'est le produit, justement, les matériaux, c'est l'environnement, ce sont les personnes qui travaillent dessus, c'est également l'éducateur, donc ça comprend un petit peu tout, d'où la raison du nom. Et puis là, une fois que tu as ta vodka, là, à partir de ça, tu peux créer aussi ton gin, qui est le Circa Sauvage. Exact. Cependant, on utilise deux méthodes différentes pour faire notre vodka qu'on utilise de base. Donc, la vodka terroir, c'est celle qu'on utilise les 2 colonnes, donc celle qui prend 20 heures. Elle, en une seule passe, on la passe de 40 qui est notre petit vin, donc l'extraction du grain. Un petit vin donc de 30-40 et en une seule passe de distillation, on l'amène à 96,4. Okay. Cependant, quand on fait notre base de vodka qu'on utilise pour nos gins, on utilise seulement une colonne, pas les 2, et on l'amène à 96 Petite différence, quand même assez légère au goût, mais nous autres, on la connaît, mais ça fait aussi qu'on a une run qui passe de 22 heures à 14 heures, un petit peu plus vite. Donc, on l'utilise justement pour faire notre base pour nos gins. OK. Et puis, peut-être un petit goût de céréales qui reste à peine, mais un petit peu plus que dans la vodka. Exact. Donc, un goût qui est un petit peu moins, parce que quand on fait notre vodka, justement, du fait qu'on l'amène en une seule fois à 96,4, on a quand même un goût quand même assez rond, assez butterscotch qui reste grâce aux levures. C'est sûr qu'en la mettant à 96 on perd un petit peu plus ce côté butterscotch-là. Il est encore présent, mais il n'est pas aussi présent que dans notre vodka terroir. Donc, c'est pour ça qu'on le fait justement jusqu'à 96 parce qu'on sait qu'on va le redistiller et qu'on va mettre des aromates à l'intérieur. Okay. Et puis, ben, justement, on est rendu à la partie aromates. C'est quoi les aromates qui passent dans votre Circa Sauvage? Wow! Gin sauvage, il y a quand même beaucoup. Il y en a 33 aromates. Oh, okay. Ouais. L'affaire, c'est que c'est un gin qui est quand même en plusieurs étapes. Donc, étape numéro 1, c'est qu'on prend justement notre vodka, dans laquelle on va la diminuer à 50 et on va mettre les aromates les plus robustes, les épices, les baies de Genièvre, parce qu'on fait une macération de plus d'une semaine. 7 jours de macération pour vraiment extraire les saveurs et les huiles. On prend cette base, on la met justement dans notre alambic de gin parce qu'on en a 2. Donc, on a un alambic qui est spécialisé pour la vodka et pour l'autre pour le gin. Donc, les 2 ont des noms également. Donc, le gros qui s'occupe de tout ce qui est vodka et whisky s'appelle Mario et celui qui s'occupe de notre gin s'appelle Homer. OK. Donc, quand on fait notre gin, on va charger Homer avec la belle base de 50 qui est pleine de saveurs. On va rajouter des aromates également dans l'alambic. Et on a une colonne qui est séparée juste à côté de l'alambic, qui, elle, est juste pour les paniers de vapeur. Donc, quand je parle de paniers de vapeur, en fait, c'est une extraction qu'on va faire. Ce sont des paniers qui sont perforés, dans lesquels on va mettre les aromates les plus fragiles, tout ce qui est plantes, tout ce qui est fleurs, certains fruits également, les aiguilles de pin. Donc, on va les mettre à l'intérieur. Ce qui va arriver, c'est que la vapeur va passer justement de l'alambic à cette belle colonne-là, va passer à travers tous les aromates et naturellement, on va extraire les huiles et les saveurs. On recondense le tout et c'est notre dry gin. Yes. Le gin sauvage est seulement en 750. Okay. On a également 2 autres gins qui sont maintenant en 500 millilitres. On a le gin 375 qui, au début, était à 375 millilitres.
est passé maintenant en 500. Et on a notre petit nouveau qui était le Navy Strength également, qui est en 500 millilitres. OK. Puis là, le 375 qui s'appelle 375, c'était-tu juste à cause de la grosseur de bouteille ou il y a un historique avec le nom? Il y a une historique avec le nom et un lien avec la bouteille originale. Il y a les deux. En fait, l'idée était venue justement, c'est notre gin qu'on a créé pour honorer le 375e de Montréal. Cependant, ce n'est pas juste pour honorer Montréal, je dirais que c'est aussi pour honorer l'esprit pionnier, pour ainsi dire, des Québécois. La façon dont on a procédé, c'est qu'on a rencontré l'historienne du Château Ramsay. On a discuté avec elle de ce qui était disponible à cette époque-là et c'est ça qu'on a utilisé comme source d'inspiration. Donc, on est sur justement l'épinette, sur le mélèze. On a également, bien sûr, d'autres aromates parce qu'il y en a, je pense que lui, il y en a au 12-13, si je me souviens bien. Puis, on a également ce qu'on fait ici, c'est qu'on déshydrate des griottes et des canneberges qu'on fait venir des cantons de l'Est. Donc, un coup, justement, le gin est distillé. On fait une macération à l'intérieur des griottes et des canneberges séchées. On rajoute des pétales de rose sauvage. Et à la fin de tout ça, quand c'est temps justement de faire la réduction finale, le proofing, pour le diluer à 40 on met une touche de miel de chez Miel Lanicette qui le remplit. Okay, donc, c'est considéré comme étant un Old Tom, légèrement sucré. Puis l'autre, le Navy Strength. Ça, j'aime ça parce qu'il y a une belle histoire en arrière de ça. Et tous les produits avec des histoires, ça me plaît. Puis quand on les goûte après, ça change un peu. Peux-tu nous la raconter vite, vite? Absolument. Navy Strength, c'est un gin qui a quand même un bon pourcentage d'alcool. On s'entend, c'est 57,1 %. Donc, on n'en prend pas beaucoup à la fois. Le gin Navy Strength, en fait, son histoire, c'est que quand on remonte justement 200-300 ans auparavant, la marine anglaise, comme j'aime bien dire, c'est des vrais alcoolos fonctionnels. Donc, il y avait une portion d'alcool à tous les jours. C'était soit bière, rhum et ou gin. Et on s'entend que ce n'est pas des petits shooters, c'était vraiment des grosses portions de gin. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mélangeaient soit le gin, les officiers mélangeaient soit le gin avec un cordial de l'agrumes contre le scorbut, ou ils mélangeaient justement avec de la quinine contre la malaria. Joint l'utile à l'agréable, pour ainsi dire. Mais si on remonte à 200-300 ans, le stainless, ça n'existait pas. Donc, comment instaurer ce beau gin-là? En barrique. C'était que la barrique en tant que telle était souclée avec la poudre de canon. Les barriques ont tendance à couler, ils ont tendance à briser. Donc, on veut s'assurer que la poudre de canon s'allume. C'est quand même assez important pour la sécurité des navires. Donc, il y a un certain taux d'alcool qui le permet et c'est le fameux 57,1 %. Et à cette époque-là, on s'entend, c'était pas l'ABV, c'était pas la mesure d'ABV en tant que telle était pas la même. Ce qu'ils utilisaient, eux autres, c'était le mot proof. Donc, à l'époque, c'était vraiment ce qu'on appelait le 100% British proof, qui était 100% sûr que le tout allait s'allumer. Donc, la façon qu'ils procédaient justement pour le tester, pour s'assurer que justement les barriques ne soient pas trop diluées, c'est quand les barriques arrivaient, ils prenaient un petit morceau, un petit peu de poudre de canon, mettaient le gin dessus et l'allumaient. Si la poudre de canon s'allumait, la barrique était acceptée. Si la poudre de canon ne s'allumait pas, la barrique était refusée. Donc, nous autres, la façon dont on a procédé, on a fait une toute autre recette. Toutes nos gins sont toujours des recettes originales. Donc, on a voulu justement faire honneur à ces beaux cordiaux-là. Donc, on a créé une recette qui était beaucoup plus sur le côté agrumes, avec également des notes de citronnelle, donc avec une macération. Puis, on voulait avoir justement quelques notes anisées en arrière-plan. Donc, beaucoup plus sur l'anis que par rapport à notre gin sauvage et notre gin 315. Et bien sûr, on a voulu faire honneur justement aux barriques dans lesquelles ils étaient entreposés. Donc, on a arrondi le tout dans nos barriques de whisky de maïs pendant à peu près 2 mois. Donc, ça fait un gin qui est quand même haut en alcool, mais qui est très doux, qui n'est pas agressif. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu mon ninja gin. On s'en rend compte juste après. Avez-vous fait le test avec de la poudre à canon?
Je ne l'ai pas fait avec la poudre de canon, je vais être honnête. C'est pas exactement le truc qui est facile à avoir. Puis, faire exploser quelque chose proche d'une distillerie, je sais pas, ça ne me tente pas vraiment. Je sais qu'éventuellement, on va sûrement faire un test, peut-être aller chercher de la poudre, justement, pour charger les revolvers, des trucs du genre. Je ne sais pas encore, mais on va sûrement tester ça à un moment donné. Ailleurs. Ouais, pas dans la distillerie, c'est sûr. Non, non, non. Justement, c'est le temps de la chasse en ce moment, là, la poudre noire puis tout, fait que, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Sûrement, sûrement. Là, après ça, vous avez sorti aussi pour la fête des pères en 2020 un whisky, votre premier whisky qui était prêt. En fait, le whisky est sorti en décembre 2019. On l'a sorti pour Noël 2019. Il est sorti, l'événement du lancement a été fait le 23 décembre 2019. C'est notre premier whisky qui était le premier 100% seigle. La façon dont on a procédé, c'était un 3 ans, parce qu'on voulait faire un petit teaser également. Donc, c'était un 3 ans qui a passé également en barrique de sherry. Donc, on a voulu l'arrondir parce que le seigle, c'est quand même un whisky qui a une réputation, qui a une bonne présence également en bouche, qui est assez percutant. Donc, la façon dont on a procédé pour arrondir ce côté piquant-là de whisky, on l'a fait sur 2 fronts. Donc, le premier, on l'a justement fini dans des barriques de sherry, le Rosso de 30 ans qu'on a fait venir d'Espagne. Donc, on a fait un premier affinage là-dedans. Et également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une eau québécoise, mais également avec un haut taux de calcium. Parce que le calcium, dans le whisky, ce que c'est fun, c'est que ça adoucit justement cette piqûre de whisky-là. Donc, on a fait des tests d'eau. On a testé, on a vérifié justement les contenus de calcium des eaux québécoises. Et c'est l'autre source, c'est une autre source justement d'ici, et qui est encore dans les mains québécoises, qu'on a choisi pour notre whisky. Okay, c'est ça, je le répète souvent, c'est que s'il y a 40 d'alcool, il y a 60 d'eau. Fait que l'eau est très, très importante aussi dans le produit final, là. Absolument. Quand on fait justement les alcools type gin, vodka, ce qu'on utilise, nous, c'est une eau en osmose inversée. Donc, elle ne va pas du tout influencer le goût, elle est neutre. Excepté que pour le whisky a besoin d'un petit peu d'aide de ce côté-là. Il a besoin justement du côté minéral apporté par l'eau de source. Donc, c'est une eau qui est très importante de ce côté-là. Okay. Puis ça, c'est un de nos gros pouvoirs au Québec, en plus d'avoir des beaux champs où est-ce que les céréales poussent. On a de l'eau en abondance puis de la bonne eau. Fait que là, aller trouver la bonne, puis après ça, s'en servir, ça fait notre force au Québec, là, la bonne eau. Absolument. On a des producteurs incroyables ici. Donc, il faut les encourager, il faut les utiliser. Donc, on fait l'effort justement d'avoir non seulement de faire du grain à la bouteille, mais du grain québécois à la bouteille. On veut représenter le terroir québécois dans nos produits, donc c'est sûr qu'on veut utiliser le grain québécois pour ça. Puis côté aromate, c'est pas évident de tout trouver ici, mais j'imagine que vous avez fait le choix quand même, si c'est possible, d'aller chercher le québécois, puis les autres, mais c'est sûr que côté orange, ça pousse pas bien ici. Là, fait. Orange et bergamote, ouais. Remarque, Vicky Vaillancourt de la ferme au citrus qui commence justement, c'est bergamote, yuzu et kumquat également. Mais c'est pas encore en quantité assez pour qu'on puisse vraiment l'utiliser. Il y a certains ingrédients, oui, absolument. Il faut les faire venir d'ici. On n'a pas le choix. Donc, c'est avec des cueilleurs professionnels. Fait confiance, travaille super bien. Respecte l'environnement et également pas trop faire de cueillettes parce qu'on peut vraiment endommager toute la flore de ce côté-là. Donc, on a des produits québécois. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout du Québec. Il faut être réaliste de ce côté-là, mais le plus possible, absolument. Si on n'est pas capable d'avoir le produit ici, on essaye au moins d'avoir un fournisseur d'ici. Qu'est-ce qui est passé vite déjà, mais il y a un prochain lot qui va être relâché à la SAQ très, très bientôt. Puis c'est peut-être au moment où c'est diffusé, c'est peut-être déjà en tablette. C'est la vodka chili. Oui, notre dernier vodka chili qui a quand même demandé quand même pas mal de temps pour le travailler, justement, pour garder l'équilibre parce qu'on ne voulait pas avoir quelque chose qui soit trop chaud non plus.
Mais on voulait quand même garder la chaleur, mais avoir le côté épicé, le côté fumé également de tout ça. Donc, ça a été de choisir les piments en fonction d'équilibrer le tout au niveau de la production. Donc, c'est le petit dernier qui va sortir bientôt à la SAC. Si c'est pas au moment du lancement de la capsule, ne va pas justement être sur les tablettes de la SAQ. Fait que 40 000 Scoville. Et puis, ben, comme tu as mentionné, un beau petit côté fumé aussi, je l'ai vraiment aimé. C'est pas trop chaud, c'est sûr, moi j'étais habitué de quand même manger épicé, fait que ça a bien passé, mais un bel équilibre, ça ne brûle pas pendant des heures après, là. C'est juste chaud au moment de le prendre, ça reste une couple de minutes, puis après ça, c'est passé. Fait que avec Barman Bruno, on a fait un Bloody César avec, c'était vraiment super bon. Puis est-ce que toi, tu vois d'autres utilisations là, qui deviennent, que tu l'as essayé dans d'autres choses? Et ça, c'est pas juste pour la vodka chili, c'est pour tous les alcools. J'adore faire de la bouffe avec les alcools. Donc, que ce soit tout ce qui touche pâtisserie, dessert, surtout là avec la vodka chili, je verrais tellement une belle mollet avec ça. C'est sûr qu'il y a d'autres cocktails qu'on peut faire, mais même mettre un petit peu de vodka chili dans un bon chocolat chaud avec la période qui s'en vient prochainement, c'est absolument sublime. Mais il va y avoir d'autres recettes de cocktails également sur notre site, mais s'amuser avec la nourriture, tout à fait. Puis, ben, justement, là, tu l'as nommé, il y a votre site, le Facebook. Nomme-moi les places où est-ce qu'on peut facilement vous suivre, là. Donc, au point de vue plateforme, tout ce qui est Twitter, Instagram, Facebook, on est là-dessus également. Je vais être honnête, moi, je suis plus production, donc c'est pas moi qui s'occupe de ces belles plateformes-là. Ça, c'est Victoria. Dieu merci pour elle, pour nous de l'avoir. Elle a la patience de faire tout ça parce qu'on est quand même une petite équipe. Donc, on est une équipe de 4 personnes. Donc, il y a Paul qui est le fondateur. Il y a Victoria qui s'occupe de tout ce qui est communication, marketing et événementiel pré-COVID. Et il y a également Daniel et moi qui s'occupent de la production. Daniel qui est mon assistant. Puis si on vous cherche sur Facebook, c'est vu que Paul est plus anglophone, c'est Circa Distillerie, c'est pas Distillerie Circa. On a mis Circa Distillerie parce que justement, ça marche autant en français qu'en anglais. C'est la beauté de la chose. Mais oui, effectivement, si tu mets Circa, même juste Circa, sur Facebook, ça va se rendre directement à la distillerie. Parfait. Puis, vous organisez aussi, peut-être moins là à cause de la zone rouge, là, mais vous organisez des événements, des lancements, des visites en gang. On peut aller vous visiter. C'est le truc qui me manque énormément en ce moment, je vais être honnête. Depuis le COVID, surtout là depuis qu'on est en zone rouge, on a arrêté toutes les visites. Donc, tout est arrêté de ce côté-là. Les gens peuvent quand même venir pour acheter sur place s'ils le veulent, mais on ne fait plus de visites pour l'instant. Parce qu'auparavant, ce qu'on faisait justement des visites 3 fois par jour, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, on faisait quand même des bons groupes qui allaient des fois de 12 à 15 personnes par plage horaire. Ça, c'est tombé sur la glace depuis COVID. Mais on faisait également des cours de mixologie, on faisait de l'événementiel, autant dans la salle de dégustation, où je suis présentement, que dans la salle de distillation. On faisait également des mariages, des lancements. Donc, ça aussi, c'est un petit peu tombé sur la glace à cause de COVID. Donc, on va voir prochainement ce qui va arriver par rapport à tout ça. C'est sûr qu'au moment où on va pouvoir retourner visiter, parce qu'on peut aller acheter, mais qu'on puisse visiter, ça va être affiché partout, là, j'imagine, sur votre page Facebook, sur le site web, partout pour dire oui, go, venez-vous-en, on a hâte de vous voir. Absolument. De toute façon, ce qui arrive aussi, c'est que là, on vient tout juste de lancer notre nouveau site web. Donc, notre nouveau site va avoir possibilité d'achat, possibilité de faire justement la réservation des visites sur le site web. Ça s'en vient. Mais quand on va avoir la permission et on va être assez sécure par rapport à tout ça, les visites vont être de retour. Puis pour vous situer, vous êtes sur l'île de Montréal, mais plus au sud. Vous êtes où, dans Montréal? Nous, présentement, on est dans le quartier sud-ouest. Donc, on est vraiment non loin du canal de la Chine. Donc, facile l'été de venir nous voir en vélo. Oui, c'est une zone industrielle parce que, bon,
La loi veut que nos permis sont considérés comme étant industriels, même si on est quand même assez artisanal au point de vue quantité d'alcool. C'est un permis industriel, donc il faut qu'on soit dans une zone industrielle. Cependant, c'est une zone industrielle qui est très intéressante parce qu'on est non loin du canal de la Chine. On est non loin également de Canada, l'ancien Canada Malting qui était sur le canal de la Chine. Donc, quand même un lieu assez historique au sein de Montréal. Donc, très facile à venir nous voir. Ben, là, tu parles de Canada Malting. Ça m'a fait penser, vos grains, est-ce que vous les achetez déjà maltés? Mettons votre orge, votre seigle, ou vous avez une place que vous les faites faire? On les achète déjà maltés en tant que tel. Le seigle, on utilise une partie maltée et une partie non maltée. L'orge également, une partie non maltée et maltée. On a la chance d'avoir beaucoup maintenant de malteurs professionnels ici au Québec. Quand on remonte à 5-6 ans, quand on a ouvert la distillerie, il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait peut-être 3, 4, 6, 7 qui font du superbe malt en plus, de qualité. Même du malt de plancher, du malt fumé, tourbé. On a un très beau choix de grains ici. Et ça qui est le fun des Québécois, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, on a du monde avec de la vision. Puis quand il y a eu l'explosion de toutes les micro-brasseries, mais tout le temps, ça provisionne à l'extérieur, il manque quelque chose. Il y en a qui ont allumé, ils ont dit, ben oui, gars, on a des bons grains, on n'avait pas de malterie, fait que let's go, on y va. Fait que, je sais qu'il y en a à plusieurs places au Québec, là, tu disais 7, 8, 9 même. C'est le fun de pouvoir prendre ça local au lieu de tout le temps être obligé de faire venir d'Allemagne puis d'ailleurs quand on veut les bons maltes. Exact. C'est la beauté du mouvement de la microbrasserie. Ça l'a aidé beaucoup au niveau de la distillerie également parce qu'avant, on n'avait pas énormément de choix. Puis avec ce mouvement-là, ben justement, ça l'a amené d'autres personnes à se glisser à l'intérieur justement pour pouvoir promouvoir et utiliser les grains locaux. Truc que j'adore, justement. Puis peut-être certains agriculteurs aussi à revoir qu'est-ce qu'ils sèment dans leur champ. Là. Parce que il y a eu un mouvement. Si on a plus de malterie, si on a plus de demandes, mais oui, on peut semer plus de seigle, d'orge, puis tout ça. Puis avec le seigle, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est une récolte de printemps. Fait qu'on le sème à l'automne, on le récolte au printemps, puis notre champ est encore bon pour l'été. Oui, c'est justement un grain qu'ils utilisent pour la rotation des champs en plus. Superbe en plus qu'on a ici. Donc, définitivement, ça, c'est un des trucs que j'adore parce que on a non seulement le lien avec les malteries, mais on a également le lien avec le producteur direct. Puis, eux autres se parlent entre eux autres. Donc, c'est d'essayer d'autres types de grains également, d'autres types de production, d'autres variétés de grains. On est chanceux. Ah ben ça, j'imagine que tu es consulté un petit peu avec le producteur qui te fournit, ben dire ah, cette année, on pourrait essayer tel type ou telle affaire, puis tu joué un peu avec ça. On essaie le plus possible de maintenir justement une stabilité dans le grain qu'on utilise. Donc, c'est sûr que s'ils utilisent d'autres types de variétés, nous, il faut qu'on y goûte avant de vraiment savoir si on peut l'utiliser. Mais il y a ce dialogue-là avec les producteurs, absolument. Et puis là, on a eu le premier whisky 3 ans qui est déjà tout vendu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt? Est-ce qu'il y a d'autres produits à part la Chili qui s'en vient? Bien sûr. On a même notre prochain whisky. Ça va être un whisky 100% maïs québécois. Ça, c'est ce qui s'en vient. On a encore le whisky de seigle aussi qui s'en vient, bien sûr. Mais le prochain, ça va être, on est très fiers, c'est vraiment 100% maïs québécois. Je pense que ça va être une première ici également. Passé en 3 types de barriques. Donc, une barrique neuve au début, barrique qui a eu du whisky de seigle par la suite, et on l'a fini un petit peu quelques semaines dans les barriques de Sauternes. Donc, juste assez pour bien arrondir, aller rechercher et rehausser le côté sucré du maïs. Et puis toi, j'imagine que tu le goûtes quand même assez souvent. Fait que là, tu sais où est-ce qu'il est rendu, que ça s'en vient. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Peut-être pas un comparatif parce que ça ne se compare pas, c'est nouveau, mais c'est de nous mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre en achetant une bouteille et en dégustant. Pour le whisky de maïs, c'est sûr qu'on va avoir des belles notes de grains. C'est quand même un maïs de 4 ans, donc il va pas autant de notes de grains,
mais on ressent quand même encore le maïs, le côté vanillé, coconut également, parce qu'il va y avoir un passage en barrique de seigle. Ce qui est très intéressant, c'est le côté justement sauterne qui va ramener ce côté sucré-là du whisky, sans trop justement le sucré, parce qu'on veut garder les notes quand même très typiques de whisky en tant que tel. Donc, ouais, quelque chose à avoir bientôt. Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce que vous savez déjà le nom qu'il va avoir? Y a-tu... Comment que je le Enfin, reconnais? on va le chanter. Ce qu'on a décidé dernièrement, c'est ça va être des numéros. On va numéroter justement nos batchs de whisky. Donc, ça va être le whisky numéro 2 qui s'en vient. OK. C'est simple, le deuxième. Et puis, ben, ça veut dire que votre seigle ressorte, ça va être encore le whisky numéro 1, l'eau 2, mettons, ou... Celui-ci, le whisky de seigle, on va peut-être l'appeler le numéro 3 en tant que tel, à moins qu'il soit vraiment exactement pareil comme le premier, mais je pense que Paul veut plus y aller vraiment avec le numéro 3 pour celui-ci. OK. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment une belle rencontre ce matin. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais partager avec nous? Qu'est-ce que je voudrais partager? Ben, en fait, oui, peut-être un côté qui est plus, je pourrais dire, pas juste pour la distillation et les distilleries en tant que telles, mais j'aimerais beaucoup encourager les gens à acheter local. Ça, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. On a la chance de travailler dans une industrie qui est très demandée, l'industrie de la distillation. Donc, pas juste pour faire du nettoyant à même et faire de l'alcool pour boire également, mais il y a l'industrie du tourisme, l'industrie de la restauration, des bars, tous les petits, pour ainsi dire, les petites boutiques qui ne sont pas nécessairement des grosses chaînes. Je recommanderais aux gens justement de continuer d'acheter très local de ce côté-là pour les encourager à maintenir justement les portes ouvertes. Oui, puis le Noël qui s'en vient, il y a plein d'artisans partout. Il faut choisir nos cadeaux au lieu d'acheter n'importe quoi parce qu'il faut acheter un cadeau, mais aussi bien d'aller encourager nos artisans du coin. Oui, un bon pot de confiture faite maison aussi, c'est toujours apprécié par les gens. Des trucs faits à la main ou faits avec justement patience et amour, pas juste du gros industriel. Ça, ce serait ma recommandation, mon souhait justement pour le Noël qui s'en vient. Wow! Ben, un gros merci. C'était vraiment sympathique ce matin. J'ai hâte de déguster votre nouveau whisky. La vodka, comme je disais, j'ai réussi à y goûter, puis ça vaut la peine. Là. Pas trop forte en piment, mais un bel équilibre, quand même une belle chaleur, là, puis le petit côté fumé. Et puis, une chose que j'ai trouvée, c'est qu'il y avait encore comme des flocons de chili qui flottaient dedans. Oui, bien, tu as eu la version qui était, je dirais, pré-production en tant que telle. Pas la prototype, mais parce qu'on n'avait pas fait encore la filtration. Donc, il y avait encore des billes d'huile dedans, pour ainsi dire. Oui. Mais ouais, là, c'est filtré. Donc, ils n'auront plus ça dans la bouteille en tant que telle, mais ils vont avoir la présence du chili. Et puis, ben, mec, ça reparte tout ça, c'est sûr que je vais aller vous visiter. Ça va être une belle place, des beaux alambics, les petites vidéos que j'ai vues, là, fait que, puis du monde sympathique. Fait que ça, c'est tout le temps le fun. On va être heureux de t'accueillir, c'est sûr. Et parfait, mais un gros merci, puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye.